Bonjour, donc nous sommes très heureux de vous retrouver ici 4 années plus tard après le lancement de l'Observatoire. On va vous faire un petit bilan d'étape avec notre ami et collègue québécois Adjar Amatra, analyste marketing du Québec, qui va avoir un petit regard extérieur sur nos travaux. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 4 ans? Alors, reprenons un petit peu le film à l'envers de cette fusée à étage dont on vous a annoncé le lancement en 2009, un petit clin d'œil bien évidemment. Alors, première rencontre en 2009, l'idée était que, comme le C de l'OCIM qui est basé sur le coopératif, l'idée était de dire on ne fait pas un observatoire descendant, nous sommes sous tutelle bien sûr du ministère, nous sommes là pour aider les administrations centrales à avoir une meilleure visibilité de qu'est-ce qui se passe, mais nous savions dès le départ qu'il fallait être avec les acteurs pour travailler là-dessus. L'idée n'était pas de plaquer quelque chose qui allait être sans vie, mais l'idée était bien d'être en phase avec les besoins du terrain dont l'OCIM a l'expérience depuis 25 ans. Et ceci nous paraissait fondamental dans le montage de cet observatoire. Donc, consultation des acteurs en 2009. Nous avions été très ambitieux parce que nous avions ouvert plein de chantiers. La question de la fabrication des indicateurs, la mesure de l'impact, la question des modalités de gouvernance à l'échelle des politiques territoriales, les nouveaux publics, le rapport au public sur écran, en visite réelle, la question du métier, de l'emploi, de la professionnalisation. Alors, en ouvrant fortement les sujets comme ça, nous avons récolté énormément de besoins en termes de connaissances, de savoir partagé, d'un vocabulaire éprouvé par tout le monde. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de demandes, comme par exemple le repérage du patrimoine scientifique et technique au-delà des cadres institutionnels, la fabrication d'indicateurs ou de mesures d'impact, le marché de l'emploi, où on voit vraiment effectivement qu'il y a tout un travail à faire avec le monde de l'emploi pour revaloriser ces métiers, les faire connaître, leur donner des outils aussi de repérage, etc. 2009, contexte assez particulier, mouvant, hein, Louis-Jean pourra en témoigner, où là il y avait un changement de gouvernance, il y avait aussi toute l'émergence des programmes d'investissement d'avenir, où là on nous disait mais combien on pèse, qui on est, quels chiffres on peut donner pour rendre compte du poids que nous avons au sein des acteurs culturels. Tous les programmes européens aussi avec beaucoup de demandes de chiffres, la création des pôles territoriaux de référence. Donc là, nous étions dans un contexte, il fallait aller vite, il fallait produire des choses vite. Alors, il y a eu des choix qui ont été faits en accord avec nos tutelles, avec la direction, qui a été de dire, ok, il y a plein de choses à étudier en termes d'observatoire. Il y a les acteurs, qui sont-ils, quel poids ils ont, quel est l'impact de ces actions, qui sont les publics, hein, il y a eu beaucoup de demandes en disant mais quels sont les publics, quels sont les enjeux par rapport aux carrières scientifiques. Il y aurait une multitude d'observatoires à construire. Nous avons été raisonnables, hein, nous nous sommes fixé un objectif qui était de dire, bon, déjà, mettons en visibilité les différents acteurs qui participent à la diffusion de la culture scientifique et technique sur le territoire. Et déjà, ce n'est pas une mince affaire. Donc, juste pour que nous soyons bien d'accord entre nous, nous appréhendons la question de la culture scientifique et technique ici, il y a plein d'autres approches, qui est celle comme un champ d'acteurs institutionnels dont la mission principale ou secondaire relève de la diffusion de la culture scientifique et technique à des publics non experts. Donc nous avons fait un focus sur les acteurs institutionnels. Toutefois, sans oublier que ces frontières bougent, qu'il y a beaucoup d'acteurs non institutionnels qui forcément, par le caractère transversal des sciences, de la culture, participent à cette diffusion des sciences. Alors, priorisation des chantiers. L'idée a été donc de construire des outils de recueil de données fiables et homogènes sur les structures elles-mêmes. J'insiste, fiables et homogènes, il existait bien des données de ci, de là,
mais on a constaté avec toute l'équipe de l'Observatoire que ces données, on n'avait aucune homogénéité. On ne pouvait pas en faire ni la totalité, ni la comparaison, ce n'était pas possible. Donc il fallait construire des outils ad hoc par famille, prenant en compte malgré tout la spécificité de chaque famille. J'y reviendrai plus tard et on y reviendra longuement tout à l'heure avec toute l'équipe. Donc, production de données avec un engagement fort qui est celui de la coopération, de le construire avec les acteurs, pour que aussi ces enquêtes aient un taux de retour suffisamment représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Il n'était pas question pour nous, en tant que service universitaire, travaillant avec des experts scientifiques, d'avoir des chiffres, mais qui n'ont des taux de représentativité que de 40% ou de 50%. Il fallait qu'on ait une vraie légitimité par rapport à ces travaux. Donc, recueil de données sur ces structures, leur date de création, leur statut, leurs activités, qu'est-ce qu'ils font, exposition, édition, etc. Les collections, qu'est-ce qu'ils ont dans leur réserve, leur nombre, leur valeur, et puis aussi les publics. Donc à chaque fois, chaque famille institutionnelle est observée selon cette grille-là, qui est l'établissement eux-mêmes, les activités, les publics et les collections. Le périmètre d'observation est très vaste. On en parlera tout à l'heure. C'est une montagne devant nous. Nous avons axé nos priorités sur 3 familles qui nous paraissaient les plus légitimes, les plus habituelles de l'OSIM, le cœur des usagers de l'OSIM, qui sont les muséums, bien évidemment, les universités, bien évidemment, et les centres de sciences, CCSTI, bien évidemment. Donc l'idée est qu'avec eux, on ait un outil d'observation pérenne où tous les ans, chaque année, on accumule des données sur ces structures-là. Après, on ne pouvait pas faire fi de toutes les structures qui ne se présentent pas toujours comme les acteurs principaux de la culture scientifique et technique, mais qui, aux yeux du public, font tout autant la même mission. Alors là, s'il y en a aussi, on ouvre toute une porte qui est très, très riche. Mais là, on a travaillé en premier avec les jardins botaniques, qui, eux, ne se mettent pas forcément, Maïté Delmas pourra en parler tout à l'heure, ne sont pas toujours dans la case culture scientifique et technique. Ils sont plus éducation à l'environnement, préservation de la biodiversité, mais qui, pour les publics, bien évidemment, et les chiffres le disent, sont des acteurs très importants. Donc avec eux, nous avons mené une enquête à partir de la même base que tout à l'heure, les établissements, l'activité, les collections, les publics. Nous avons fait une enquête ponctuelle avec eux. Et puis aussi tout un tas d'études thématiques. Nous sommes actuellement dans un programme d'investissement d'avenir qui est sur la question des médiateurs et sur la professionnalisation et leurs besoins en formation. Alors, nous avons construit cet observatoire en accord avec d'autres observatoires, des experts comme EADJA. Nous avons conscience, nous avons eu la chance, grâce au soutien de la direction, de monter un observatoire qui est assez original, finalement. L'idée de cet observatoire, c'est d'être un outil technique au service des acteurs et des administrations. Nous ne souhaitons pas avoir une posture d'expert ou d'évaluateur en disant qu'est-ce qui est bien. Nous ne sommes pas dans une logique d'excellence par rapport à ces structures que nous observons. Nous sommes là pour rendre compte au mieux d'une certaine complexité. Et nous assumons ce caractère technique, scientifique. Une méthode. Le coopératif, comme je l'ai évoqué, a été tout au long du processus, que ce soit dans les constructions des outils, que ce soit dans la mobilisation des acteurs, ou que ce soit dans le travail de finalisation, de la valorisation de nos travaux. Le coopératif, nous sommes inspirés de la méthode mise en œuvre par la FEDUROC, dont pourra témoigner Hyacinthe Châtaignier demain, qui est une méthode très lourde, qui est chronophage. Il faut se réunir, il faut discuter, il faut trouver un espèce de consensus sur des choses qui, parfois, allaient de soi pour nous. Mais au final, est très payant, parce que c'est vrai que nous avons des taux de retour qui sont en moyenne de 80-90%, donc qui témoignent
de la confiance que nous avons instaurée avec ces acteurs-là. Et puis, une dynamique, une méthode de travail que nous avons éprouvée au fur et à mesure, qui est celle de dire que pour chaque famille institutionnelle, nous allons à chaque fois avoir un groupe pilote avec lequel nous travaillons de manière resserrée, c'est-à-dire que nous faisons valider en permanence nos productions. Donc une immersion dans les spécificités des acteurs, nous y reviendrons, et un travail avec eux, mais malgré tout avec immersion, mais aussi mise à distance par l'arrivée de référents scientifiques sur nos travaux pour chaque famille. Donc Jean Davalon, ici présent, travaille avec nous sur les universités. Fabrice Thuriot travaille avec nous sur les centres de sciences. Yves-Marie Alain, qui interviendra ce soir, a travaillé avec nous sur les jardins botaniques pour nous aider malgré tout, pour garder une juste distance avec tout ce que nous observions. Un fonctionnement, c'est évident que cet observatoire a pris place dans un service qui a 25 ans et que tout l'OCIM est un observatoire. Nous avons dû construire une méthode, nous avons dû un peu nous concentrer sur nos travaux. Il est évident que tout l'OCIM participe de ce travail d'observation et que là, il y a effectivement tout un chantier qui s'ouvre. Une équipe pluridisciplinaire pour répondre à ceci, à l'instar des autres observatoires, donc des spécialistes de contenu, des compétences en production et analyse de données, cartographiques, statistiques. C'est tout un travail d'intelligence collective d'un petit groupe pour faire ces productions-là. Un comité scientifique composé d'experts comme Joël Lemarec, Xavier Greff, Fabrice Thuriot, Anne Jonchery, ministère de la Culture, aussi des regards extérieurs, Adjara Mahatra, consultant, analyste marketing, statistique québécois, Dominique Jutras, directeur de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, représenté ici par Christine Routier, Alexis Michel aussi, qui participe à la diplomatie culturelle de la culture scientifique et technique. Toutes ces personnes-là, depuis 4 ans, nous ont aidés, ont regardé ce que l'on a fait, nous ont conseillés, nous ont portés. Et puis tout un travail aussi de veille avec d'autres observatoires. On en aura des exemples demain. L'Observatoire des sciences et des techniques. Nous sommes inspirés aussi de ce qui est fait dans les observations de l'environnement, Observatoire de la santé. Nous avons baigné un petit peu dans ce monde-là. Alors, deuxième rencontre pour l'Observatoire, eh bien, c'est un petit peu l'heure du bilan. Voilà, on vous rend des comptes, on vous montre ce que l'on a fait. Mais surtout, on attend aussi des retours. Parce que je ne vous cache pas que parfois, c'est beaucoup de travaux et on manque un petit peu de retours un peu chauds, un peu vivants. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que nous, l'objectif, ce n'est pas de faire des rapports qui restent dans des placards, c'est bien que ça vive. Donc, si vous le permettez, on a envie d'un petit peu de changer la focale de la lunette d'observation et en disant, voilà, qu'est-ce que vous dites de nos travaux? Et Isabelle Santos, cet après-midi, et en fin de matinée, va, voilà, avec les acteurs, qu'est-ce que vous avez fait de ça? L'idée est de, effectivement, parce que nous avons bien conscience que les chiffres, c'est important. Il faut une assise statistique, et Adja va pouvoir en parler. Il la fallait, c'est un secteur qui n'a pas d'assise statistique, comme on peut avoir dans le champ de la culture ou dans d'autres domaines. Mais après, les chiffres ne disent pas tout. Les chiffres ont leurs limites. Il faut mettre des choses. Et nous verrons tout à l'heure dans notre présentation avec l'équipe, ce qu'on retient, ce qui nous donne des idées, un petit peu des représentations des familles, ce sont les chiffres, mais c'est aussi toutes les discussions que nous avons eues avec les acteurs, qui témoignent du questionnement, qui témoignent de la spécificité politique, de gouvernance. Donc tout ça, au-delà des chiffres, c'est important. L'idée aussi est de montrer des écosystèmes complexes. Le champ d'observation est énorme, et à l'intérieur de chaque famille, c'est aussi très complexe. Nous ne sommes pas dans une idée de logique d'excellence en évaluant les bons et les mauvais élèves. Nous sommes dans l'idée de montrer ces écosystèmes qui ont certainement une raison d'être. C'est très important pour nous. Voilà, donc là, discussion sur les chiffres. Donc c'est ce que nous vous proposons pendant ces 2 jours en disant, voilà, qu'est-ce que vous avez fait de ces chiffres-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur vous-même? Ont-ils conforté votre représentation de vous-même?
Et qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Qu'est-ce que vous voudriez? Quel type de chiffre vous voudriez? Comme je vous le disais, on ne s'arrête pas à une approche statistique, on est aussi sur les questions fondamentales. Car on voit bien que on pourra toujours donner des chiffres pour justifier l'impact de ces structures-là. Mais il y a un projet fondamental derrière tout ça. À quoi ça sert? Est-ce qu'on a envie de soutenir le patrimoine? Est-ce que l'administration veut porter la culture scientifique et technique? Il y a des questions qui sont d'ordre de philosophie d'action. Quel projet de culture scientifique et technique pour quelle société? Nous avons demandé à Jean Caunes, un auteur du champ de la culture, de nous faire une petite synthèse de ces 2 jours pour nous aider un petit peu à penser tout ça et à prendre du recul. Aussi, dans l'idée de prendre du recul, une belle table ronde avec Louis-Jean Gachet sur la question du patrimoine scientifique et technique, où l'idée est de partager un petit peu et de rendre compte à l'ensemble des acteurs patrimoniaux et pas patrimoniaux quelle est la spécificité, quelle est l'importance, quels sont les questionnements qui animent le patrimoine scientifique et technique. Donc, et la suite, bilan d'étape aujourd'hui sur ces 4 années de travaux bien intenses. Et maintenant, la suite, sachant que nous savons, nous parions pour l'avenir. L'observation aura encore plus d'épaisseur, aura plus de sens si nous pouvons continuer dans le temps, si nous pouvons comparer ces données dans le temps pour voir l'évolution, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, si nous pouvons toujours être à la quête de données d'autres familles. Parce que c'est en comparant les familles entre elles-mêmes, et j'y reviendrai tout à l'heure sur cette approche-là qui a été nécessaire, que nous pouvons voir la vitalité, la spécificité de chaque famille. La comparaison est essentielle pour avoir une meilleure réflexion. Nous avons fait ces premiers travaux sur ces 4 familles, mais nous avons conscience de toutes les familles que nous avons oubliées, et je vous prie de nous en excuser par avance parce que nous avons autant d'attachement aussi à tout ce qui est le monde de l'éducation populaire que nous n'avons pas eu le temps d'appréhender et qui demande encore une analyse particulière, tellement c'est encore une organisation différente. Tous les musées thématiques, on voit bien que le monde de l'archéologie, les musées techniques, c'est encore tout des écosystèmes très complexes. L'enjeu de la lecture publique, on sait qu'aussi ce sont là où la diffusion des sciences se fait. Tout le monde des planétariums, le monde de la conservation vivante, genre parc zoologique, voilà. Par avance, excusez-nous si nous n'avons pas eu le temps de faire des focus sur ces familles-là, nous faisons step by step. Et aussi, l'observatoire doit être là pour accompagner l'actualité, avec sa temporalité à lui, mais il est là pour aussi éclairer sur des questions de gouvernance. Bien évidemment, la question qui anime le champ de la culture scientifique et technique est celui de la décentralisation. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'idée étant de confier les compétences de la culture scientifique et technique aux régions. Donc ceci marque aussi l'étape pour nous qui est le lancement de la question de l'observation territoriale. Comment on observe à l'échelle d'un territoire? Quelle méthode? Quelle posture? Selon quel type de partenariat? Pourquoi faire? Là, c'est un chantier que nous ouvrons. Autant sur les autres, nous avons une méthode un petit peu éprouvée, qu'on a à chaque fois affinée, ajustée. On est à peu près sûr de notre coup, entre guillemets. La question de l'observation territoriale, nous lançons le débat. Donc la deuxième matinée, demain matin, sera sur ces questions-là. On vous présentera nos esquisses d'observation territoriale, mais on sait que là, tout est à construire. Je te passe la parole, Adja, pour avoir un petit regard extérieur sur nos 4 années de construction. Alors, comme Florence l'a bien expliqué tout à l'heure, ce qui est intéressant avec l'approche de l'observatoire que j'ai eu donc le privilège d'accompagner au cours de ces 4 dernières années, c'était évidemment de monter toute une approche méthodologique qui puisse respecter en fait autant au niveau des objectifs qu'au niveau des livrables qui étaient attendus, disons, tout au long du mandat qui a été confié à l'UCIM et de l'Observatoire. Alors, ce qui est intéressant, je vais peut-être faire un bref retour. Donc, les travaux de l'Observatoire, dans un premier temps, consistaient à faire un inventaire au niveau des différentes familles, justement. Par la suite, une exploration d'une méthodologie de collecte, je dis bien
une méthodologie parce qu'en fait, il s'agit ici d'une approche, je vais revenir un peu plus tard, une approche qui est hybride. Par l'intermédiaire de mon expérience, donc j'ai côtoyé beaucoup des méthodologies de recherche qui viennent par exemple du côté du secteur privé, dans le contexte particulier de l'OCIM évidemment et de l'Observatoire. Il s'agit ici d'une dimension qui est tout autre, qui implique notamment un dialogue, je dirais, constante avec les différents acteurs pour ressortir, je dirais, un projet, une approche qui est basé beaucoup sur le collaboratif, donc que Florence a souligné tout à l'heure. Alors, il y a une exploration de la méthodologie de collecte, évidemment, qui a débouché sur un certain nombre d'outils collaboratifs. Évidemment, il y a le traitement et l'analyse et la diffusion. Donc, c'est à peu près les grands axes en termes de travaux, de livrables, en tout cas au niveau de la méthodologie. J'ai constaté principalement, puis c'est peut-être une particularité qui n'est pas propre à l'Observatoire, mais qui est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus lorsqu'on est dans le secteur, quand on essaie en fait d'établir une observation dans le domaine qui touche notamment des milieux complexes, des écosystèmes comme on dit. C'est une approche hybride qui combine en tout cas des observations, des collectes quantitatives, donc des questionnaires, des plateformes collaboratives, et qualitatives, notamment avec le fait de bonifier ces informations-là par des avis d'experts, du comité sectoriel, des représentants des fédérations qui sont concernés. Alors c'est une approche qui se caractérise par un dialogue, j'appellerais un échange bidirectionnel, constante entre l'Observatoire et les acteurs du milieu observé, ce qui est un peu une particularité, par exemple, quand on compare avec une approche, je dirais, par exemple, dans le secteur privé, où on a un dialogue qui est plus unidirectionnel, c'est-à-dire on établit une démarche de recherche où on va aller chercher de l'information. Une fois cette information collectée, on sort les résultats, mais sans que ça n'aboutisse réellement à un dialogue au niveau de l'observé, puis au niveau de celui qui observe. Alors, c'est une particularité, en tout cas, que j'ai soulignée particulièrement lorsque j'ai suivi l'Observatoire dans la création de ces outils et dans le traitement aussi au niveau des données qui sont présentées. Pourquoi les statistiques? Donc, c'est sûr qu'on se pose toujours une question, quel est le poids des chiffres? Quelle est la logique derrière le fait d'avoir des chiffres? Les chiffres nous confortent, c'est sûr, certain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un portrait descriptif d'un milieu. Ça donne un point de départ, donc une base de référence lorsqu'on commence une observation. Moi, je pourrais dire ça de manière plus simplement, c'est-à-dire que c'est une représentation, je dirais, simplifiée, factuelle et objective d'une réalité qui est complexe. On s'entend que les champs d'intervention, les différents mandats qui ont été menés par l'Observatoire est effectivement des réalités complexes parce qu'il y a beaucoup de particularités, par exemple, dans les différentes familles qu'il faut rendre compte à travers les interventions et les livrables que vous aurez probablement l'occasion de regarder par vous-même. Les statistiques aussi, c'est, je dirais, c'est un outil de facilitation au niveau de la diffusion de l'information parce que c'est un langage qui est normé, évidemment, on parle ici de statistiques, généralement compris par une large auditoire. Donc ça permet de faciliter la diffusion de l'information et de dresser en fait un portrait descriptif, statique certes dans le temps, mais qui permet quand même de bâtir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une base de référence. Évidemment, les statistiques, pourquoi? Parce que c'est une demande aussi qui est exprimée par les groupes d'intérêt. Donc dans le cas de l'Observatoire, évidemment, il y a les tutelles, les mandataires, donc l'Observatoire qui a besoin de ces outils-là pour pouvoir bâtir justement ces grands axes de réflexion par la suite. Il y a les bénéficiaires évidemment, donc je parle ici des intervenants dans les différentes familles. Et pourquoi les statistiques? Enfin, parce que c'est un outil et des pratiques qui s'inscrivent dans l'ADN même des observatoires. Donc n'importe quel observatoire qu'on rencontre un peu partout dans le monde utilise, on prête beaucoup les statistiques en porte d'entrée à l'intérieur d'une observation d'un écosystème particulier. Donc ça permet de rendre compte en fait dans quel milieu on va s'inscrire, puis ça nous donne justement un certain portrait descriptif. Alors, c'est l'avantage des statistiques principalement. Des chiffres, oui, mais évidemment, il y a des dangers qui sont reliés. Statistiques, c'est certes très intéressant, ça nous donne un point de départ, mais en même temps, il y a certains dangers éventuels de se conforter uniquement avec les chiffres. Alors, on parle dans un premier temps de la notion de représentativité. Florence l'a abordé tout à l'heure.
il y a une notion de taille d'échantillon. Donc, est-ce que la réalité observée est vraiment représentative de la réalité sur le terrain, c'est-à-dire au niveau des interventions, au niveau des intervenants? C'est une question qui se pose et qui est, je dirais, un enjeu permanent. Parce que l'on se lance dans l'observation au sein d'un écosystème, au sein d'un milieu particulier, on veut évidemment que les chiffres représentent en fait la réalité qu'on peut observer. Alors, c'est un premier enjeu, effectivement, et dans certains livrables, par exemple, vous allez voir dans les rapports de l'OCIM, évidemment, à cause que c'est une approche qui est collaborative, donc évidemment, des fois, on n'a pas l'intégralité des intervenants dans une famille, mais par contre, il y a un effort particulier qui a été apporté pour que, justement, les répondants au sein des différentes familles puissent représenter quand même de manière, je dirais, statistiquement fiable les participants ou les intervenants à l'intérieur de chacun de ces familles. Ensuite, il y a le danger de la simplification du discours pour illustrer une réalité qui est dynamique et complexe. Donc, vous avez tout à l'heure, Florence l'a aussi très bien expliqué, ce n'est pas quelque chose qui est facile à appréhender parce qu'il y a énormément d'acteurs, des enjeux qui sont différents, des attentes aussi qui sont différentes. Et tout ça, évidemment, doit se refléter à travers les informations qui sont collectées pour que ce soit justement représentatif des besoins et des attentes de ces acteurs-là. Parce qu'on rappelle donc le rôle de l'observation, l'observatoire en particulier, n'est pas forcément de dresser un contexte d'excellence, comme on dit, mais une observation d'une réalité. L'observation de cette réalité-là, évidemment, étant complexe, on ne peut pas s'appuyer uniquement que sur des chiffres. Donc ça prend une bonification, je dirais une approche qui est qualitative, qui vient supporter justement cette approche quantitative. Et ça m'emmène justement au troisième danger, qui est la frontière entre la description et l'interprétation. Parce que lorsqu'on se retrouve avec les chiffres, évidemment, faire une analyse descriptive, on est toujours porté justement à aller au-delà des chiffres. Donc au-delà des chiffres, ça veut dire tomber dans l'écueil de l'interprétation. Quelle est la qualité de l'interprétation qu'on va accorder aux différents éléments qui ont été collectés puis qui ont été chiffrés? Par la suite, et puis là ça s'appuie plus particulièrement par rapport à celui qui produit justement ces statistiques-là, donc entre autres l'Observatoire, c'est que commencer à sortir des chiffres statistiques ou un portrait statistique crée un effet multiplicateur sur la production et la demande des rapports statistiques. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Observatoire donc assume le rôle de devenir en fait un référent pour sortir un certain nombre d'informations sur un milieu donné. Ce que ça va créer par contre, c'est qu'au niveau des acteurs, il va y avoir des demandes particulières qui vont commencer à émerger parce qu'il y a un besoin qui a été créé. Cette besoin, une fois qu'elle est validée au niveau des acteurs, va créer en fait je dirais une demande qui est tout à fait justifiée et qui est pertinente pour pouvoir aller plus loin au niveau des chiffres. Donc plus loin au niveau des analyses, plus loin au niveau des traitements. Mais en même temps qui va créer aussi une pression supplémentaire sur l'Observatoire qui, justement, étant le référent dans tout ça, va devoir répondre à ces demandes-là. Et évidemment, ça peut créer une spirale qui peut être sans fin. Alors, c'est un petit peu les dangers que moi je vois, justement, les enjeux, en fait. On ne va pas dire danger, mais c'est des enjeux dans lesquels l'Observatoire, en tout cas, doit devoir faire face, que j'ai déjà trouvé aussi, qui ont déjà mis en place un certain nombre de mesures pour contrer justement ces dangers-là, notamment lorsqu'on parle ici d'une représentativité, donc l'effort déployé par l'équipe pour essayer d'avoir le maximum d'intervenants à l'intérieur de chaque famille, la frontière entre la description et l'interprétation, le fait de se référer à des experts de chaque famille pour justement bonifier l'interprétation, l'effet multiplicateur de la production demande des rapports statistiques, évidemment, l'Observatoire a pris, donc en fait des choix sur, par exemple, quel genre d'informations ont été diffusées, quel genre de rapport allait être produit. Mais pour terminer, en fait, sur cet aspect-là, ce qui est important de souligner, c'est que tout l'effort jusqu'à présent consenti depuis les 4 dernières années pour mettre en place la méthodologie de la collecte d'informations, ce n'est que le début de l'aventure. Parce que c'est maintenant que les vraies choses commencent, lorsqu'on va commencer dans l'interprétation au niveau de chaque famille. Alors, c'est ce qui clôt un petit peu mon intervention pour accompagner Florence dans cette démarche-là. Puis j'ai été honoré, privilégié en fait d'accompagner l'Observatoire tout au long de ces 4 années. Merci. Non, merci Adja.
C'est magnifique pour nous d'avoir un expert aussi fort en statistiques et qui nous aide à prendre du recul par rapport à nos propres pratiques. Vous aurez le plaisir de le réentendre demain sur la question de l'observation territoriale à l'échelle d'un territoire particulier qui est celui de Madagascar et sur la mesure de l'écotourisme. Voilà, donc on vous a livré un petit peu où on en est aujourd'hui. Je vous rassure, pendant ces 2 jours, on va vous parler forcément un petit peu de chiffres, mais pas tant que ça. Parce que si, pour tous ceux qui sont en manque de chiffres ou veulent des chiffres, il faut aller dans les rapports. Hein, je vous invite à vous replonger, il y en a ici mis à disposition. Il y a ces chiffres-là, et on a fait un travail un petit peu de synthèse par rapport, en essayant d'extraire des chiffres un petit peu parlants.